Bonjour à tous, on va donc démarrer effectivement le sujet, officiellement le titre, en tout cas je suis dans un mode audit, sortez-moi de là. Après, ça va aller un peu plus loin que ça. On va vous faire un retour d'expérience sur chez Cdiscount ce qu'on fait dans le cadre de la transformation de produits. Mais bon, parfait. Merci d'être là, certains physiquement, d'autres en ligne. Merci aux orgas pour cet agile tour dans un contexte un petit peu particulier qui s'est bien timé, dernier jour avant le confinement. Le son, on n'entend pas bien? C'est là-bas que ça sort le son, j'ai l'impression. Ah oui, c'est la télé. Ok. Effectivement, c'est la télé. Est-ce que c'est mieux? Ok, parfait. Donc, merci aux sponsors qui font vivre cet événement. Merci à la mairie de nous accueillir. Merci à Okiwi qui, depuis 11 ans, est partenaire principal de l'Agile Tour. Je vais enchaîner. Évidemment, ça ne marche plus. Yes. Non, c'est vraiment très laborieux, désolé, mais c'est les débuts, après ça va rouler. On va se présenter très rapidement. Effectivement, on est tous les deux un peu des historiques de l'Agile Tour. Je pense qu'on a fait quasiment toutes les sessions depuis 2009, soit en tant qu'orga, en tant que speaker, en tant qu'helper, tout ce que vous voulez. Moi, je suis donc Frédéric Faure, essentiellement sur le réseau sous le nom de F432, et je Gers. Ça fait 20 ans que je code, 15 ans que je fais de l'agilité. Donc 15 ans, là, je suis vraiment dans ma crise d'adolescence de l'agilité, avec tous les problèmes que ça entraîne, mais je vais m'accrocher pour passer à l'âge adulte. Bon, moi, c'est à peu près pareil. Vous enlevez quand même 3 ans d'expérience, un petit peu plus d'âge. Un petit peu d'âge. Globalement, la même chose, donc développeur, agiliste. Et j'interviens en tant qu'indépendant chez Cdiscount. On va vous raconter un petit peu tout ça par la suite. Donc, ce que je disais au tout début, quand on a cafouillé sur les slides, c'est qu'on intervient chez Cdiscount dans le cadre d'une transformation de produit. Cdiscount, c'est devenu une grosse société technologique avec une DSI 700-800 personnes à peu près, plus de 80 équipes, qui a la nécessité forcément de se transformer. Comme l'a dit Arnaud Le Maire hier dans sa keynote, une transformation quelle qu'elle soit, ça ne peut pas se décréter comme ça d'en haut de la hiérarchie et ça ne s'active pas avec juste la magie du ruissellement. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire, certes, avec un sponsor de la hiérarchie, mais aussi dans l'accompagnement dans les équipes. Une transfo produit, au-delà du buzzword, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment essayer de passer de feature factory, d'usine à feature, vers une équipe produit qui serait responsable de son build, de son deploy, de son run, de la satisfaction de ses clients et de sa propre valeur métier. Quand on cherche un petit peu sur Internet les transfos produits, on voit souvent ce triptyque UX, Tech, Business, et qui sont effectivement les 3 parties vraiment très importantes de la transfo. L'UX se recentrer sur les besoins utilisateurs, raccourcir ses boucles de feedback. Le business, avoir une véritable vision de la valeur métier, et si possible mesurable. Et puis, bien sûr, la tech, avec avoir la propriété de ses composants, de ses assets, être autonome et indépendant jusqu'à la prod sur ces assets. Et vu nos profils, on va plutôt parler de cette partie technique, mais pas que. Alors, comment on a opéré chez Cdiscount pour mettre en place cette transformation? Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on veut transformer petit à petit l'ensemble des équipes qui travaillaient historiquement en mode projet, les passer en mode produit. Donc, on décide d'une première équipe qui va être une équipe pilote et on y met une équipe d'accompagnement qui s'appelle la Flash Squad, qui est notre équipe finalement, où on prend des expertises dans différents domaines plutôt complémentaires, donc des gens qui représentent l'agilité, le craft, le DevOps, la sécurité, la data, le testing, etc. etc. Et l'objectif, c'est que cette équipe de coach, on va dire, accompagne les équipes pour se transformer en mode produit. Donc, le mode opératoire, c'est un dispositif qui a démarré en décembre de l'année dernière. L'objectif, c'est d'être incubé avec l'équipe. Donc, on décide que la Flash Squad cohabite avec l'équipe sur un lieu précis. Donc, tant qu'on était... avant le confinement, on était colocalisé avec l'équipe en immersion complète. On travaillait au quotidien avec l'équipe pour faire les choses avec eux.
pas les faire pour eux, pas leur préconiser des choses, mais vraiment les faire avec eux. Il y a quelques rares cas où on a fait pour eux parce que c'était un one-shot qui n'avait pas de valeur ajoutée pour eux, mais dans l'ensemble des cas, l'objectif, c'est qu'eux soient capables de le faire quand on n'est pas là. Donc, on rend possible les choses. Si c'est compliqué de le faire la première fois, on le fait avec eux, et après, ils sont capables de le faire tout seuls. On met en évidence que c'est possible. Et un autre des mantras, c'est de dire, c'est le deep versus wide, c'est de se dire, finalement, notre démarche, elle va d'abord être sur une équipe. On va prendre un pan qu'on veut faire évoluer, on va le faire évoluer jusqu'au bout, et après, on va passer à autre chose, plutôt que de faire tout en surface et de ne pas pousser au maximum l'expérience. J'ai mis cette image que vous avez vue certainement pas mal de fois et qui est assez facile hein, dans son explication, mais c'est vraiment la manière dont on s'est mis en mode de fonctionnement sur ce qu'on appelle la Flash Squad. C'est qu'on a constaté en allant dans les équipes que souvent elles étaient coincées dans un modèle mental de gestion de l'urgence. En gros, il y a de la feature à délivrer, donc on prend la feature et on la fait, on la délivre. La qualité, on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps de faire de la qualité. On ne prend pas le temps de faire du recul, mais on ne prend pas le temps de prendre du recul. C'est pas un défaut des équipes en elles-mêmes, c'est qu'elles sont pas dans la capacité de prendre ces décisions, de prendre du recul. Elles n'osent pas. Et donc nous, on vient dans les équipes pour leur montrer que c'est possible. Et on est juste des catalyseurs de la transformation. On fait en sorte que la réaction puisse être déclenchée sans forcément la porter nous-mêmes. Alors, on s'appuie sur autre chose aussi pour mener cette transformation. On s'est beaucoup appuyé sur l'étude Accelerate, donc, qui a déjà été citée plusieurs fois par Jérôme hier, par Arnaud également. C'est nos supports de base. Donc, pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est une étude qui est résumée dans ce livre, qui s'est basée sur une étude qui a été assez longue depuis 2014, je crois, qui s'est basée sur 30 000 organisations. Et l'objectif, c'était de regarder, en fonction de toutes ces organisations, lesquelles étaient performantes et quels étaient les leviers qui faisaient qu'elles avaient pu être performantes. Et globalement, ils ont classé les entreprises en 3 niveaux, les très performantes, les moyennement performantes et les moins performantes. Et en fonction de ça, ils ont constaté qu'il y avait 4 métriques qui étaient toujours les mêmes pour les entreprises qui étaient les plus performantes. Globalement, donc ces 4 métriques, c'est le lead time, donc la capacité le temps que va mettre l'équipe pour livrer une fonctionnalité. Donc au sens accéléré du terme, c'est depuis le premier commit jusqu'à la mise en production. Donc plus on réduit ce lead time, plus on est performant. Il y a le deployment frequency, donc pareil, plus on livre fréquemment, plus on est performant. Donc ça, c'est les 2 indicateurs de vitesse. Et pour contrebalancer ça, parce qu'on peut aller vite et mal, il y a 2 indicateurs de stabilité qui nous permettent de dire quel est le taux d'échec, donc le change failure rate, et le MTTR, le minimum time to restore, en combien de temps on restaure la prod quand on est cassé. Et on constate que finalement, la différence entre les bons, les moyens et les moins bons, les bons, ils vont très vite, ils livrent très souvent et ils corrigent très rapidement s'il y a une faille. Les moyens, ils vont livrer beaucoup moins fréquemment, mais globalement, ils vont être assez bons pour corriger. Et les moins bons, ça va être le pire de tout, c'est-à-dire qu'ils vont livrer très longtemps, ils vont avoir aussi du mal à corriger, ils vont mettre des fois une semaine pour corriger un problème en production. Donc, mis à part ces 4 métriques, Accelerate nous préconise aussi 24 capacités qui sont assez opérationnelles finalement, qui permettent de dire on les met en place dans les équipes, et c'est ça qui va nous permettre d'accélérer. Donc, c'est rien de nouveau, c'est inspiré de choses existantes, c'est de l'agilité, c'est du flux, c'est du lean, c'est du DevOps, mais ça récapitule que finalement, si on arrive à mesurer ces quatre indicateurs et les faire évoluer dans le temps, on va être plus rapide, on va être plus performant et on va mieux travailler, on va avoir un produit en production qui va être livré beaucoup plus fréquemment, avec plus de stabilité. Donc, c'est une vraie conviction pour nous, Christophe et moi, que ces métriques Accelerate sont des bonnes métriques et des très bons indicateurs de la qualité des équipes et de la santé des équipes. Mais c'est une croyance, enfin une conviction qui est partagée aussi au niveau Cdiscount, et c'est assez rassurant pour nous,
puisque il y a quelques mois, je crois que c'est en juillet, le DSI, Christophe Sanson de Cdiscount, a organisé un webinar. C'était en période où on était encore tous en télétravail, donc un webinar où il y a à peu près toute la DSI qui se connecte, sur Accelerate, parce que c'est quelque chose auquel il croit beaucoup. Et il a même fait venir Emmanuel Grenier, qui est le PDG de Cdiscount, pour faire un petit mot au début du webinaire en question. Et dans son introduction, Emmanuel Grenier, il a cité, il a dit cette phrase: toujours aller vite, mais qu'on casse peu et qu'on répare vite quand on casse. Et là, ça correspond vraiment à ce qu'on peut retrouver dans les métriques Accelerate. Donc, je trouvais que c'était utile de citer cette phrase. Du coup, nous, on a structuré la présentation qu'on va vous faire par rapport à ces 4 métriques Accelerate. Alors, parfois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est l'idée de s'appuyer sur les métriques en question. Comme le disait Christophe, le lead time au sens Accelerate, c'est entre le premier commit et la mise en prod. On en parlera sans doute plus tard, mais là, déjà, je vais parler un petit peu du lead time au sens plus large du terme. Alors, j'ai un petit slide que Christophe va vous expliquer. Non, il ne veut pas. Non, j'ai mis juste un truc pseudo-scientifique pour faire le malin avec des grosses formules, parce que le lead time, pour pouvoir avoir un bon lead time, on va partir d'un principe qui est simple dans le Lean et dans Kanban, c'est la loi de Little, qui à l'origine est une loi qui est dans les mathématiques des probabilités et dans la théorie des files d'attente. Mais pour la faire vraiment très très simple, en gros, le lead time au niveau informatique sur lequel on peut appliquer d'une manière ou d'une autre les théories des files d'attente. Donc, le lead time, c'est le work in progress sur le débit. Et donc, en gros, ce qu'on veut en général dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est accélérer le lead time, c'est-à-dire sortir plus rapidement les choses quand on a une idée du moment où on a l'idée jusqu'au moment où c'est déployé en prod. Il faut qu'on raccourcisse ce temps la manière la plus efficace possible. Et donc, nos 2 variables qu'on a, ça va être le work in progress, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on a dans le système à un instant T, et le débit, c'est-à-dire la capacité qu'on a à dépiler les éléments dans notre système. Alors, cette loi Little, elle s'appuie sur une règle, c'est que ça se fait dans un état stable. Et du coup, si on veut un état stable, en général, on va plutôt être à équipe constante. Si on est sur des équipes qui augmentent, alors déjà, il y a la référence au Mythical Man Months qui nous dit que c'est pas en ajoutant plus de personnes dans un projet qui est dans l'urgence qu'on va aller plus vite, au contraire, on va ralentir. Donc, on va plutôt pas trop toucher à la partie débit, à la stabilité de l'équipe, on va plutôt avoir notre variable d'ajustement, ça va être le work in progress. Et le truc un peu contre-intuitif, c'est que l'équation, c'est lead time égale work in progress sur débit. Donc, si on veut baisser le lead time, de l'autre côté de l'équation, le work in progress, pour pouvoir améliorer le lead time, ça va être de le baisser aussi. Donc, il faut diminuer le work in progress pour améliorer le lead time. Donc, je pense que mon explication était aussi claire que ce qu'il y a sur le slide, donc c'est parfait. Pour être un peu plus dans le concret, quand on fait trop de choses à la fois, en gros, le lead time va augmenter naturellement. Si on fait trop de choses en même temps, on va mettre plus de temps pour délivrer les choses en question. Et là, j'ai pris l'exemple d'un board Jira d'une équipe dans laquelle on est intervenu. Quand on est arrivé dans l'équipe, c'était le board Jira de leur réalisation. Donc, en gros, colonne de gauche, c'est le bord du sprint, quoi. Donc, colonne de gauche à faire, en cours, à tester, à recéter, à livrer. Je crois que c'était ça les différentes étapes. Et si vous comptez rapidement le nombre de tickets, il y a plus de 70 tickets en cours pendant un sprint pour une équipe. Et donc, voilà, on a plus de 70 tâches ou tickets ou stories, ou tout ce que vous voulez, mais éléments qui sont en cours. Parce que pour moi, ce qui n'est ni à faire ni terminé, c'est dans le système. Donc, c'est du stock, c'est quelque chose qui n'est sur lequel on a commencé à travailler et qui n'est pas encore livré. Donc, on est vraiment sur, c'est pas une loi de Little inversée, mais ça veut dire que là, on a un énorme en cours, un work in progress qui est très gros. Donc, de fait, le lead time va être important. Et pour réduire ce lead time, ce qu'il faut faire, c'est réduire l'encours. Et pour réduire l'encours, si on suit les règles de Kanban, c'est assez simple en fait. C'est simplement de mettre des limites de work in progress sur chacune des colonnes de notre workflow. Là, j'ai pris un exemple qui est sur un autre board d'une autre équipe qui est en plus le board de maturation métier. Mais ça n'empêche que on a mis Jira, il peut avoir tous les défauts qu'il veut, il a au moins cet avantage-là de facilement positionner des limites d'encours sur les colonnes. Il a un module Kanban qui marche assez bien pour ça. Et donc, juste le fait de mettre
des limites sur les colonnes, ça permet de faire clignoter les colonnes en question si on dépasse ces limites-là. Alors, poser les limites en question, en général, ça se fait de manière assez arbitraire et parfois de manière un peu autocratique. C'est juste pour faire prendre conscience aux équipes que voilà, ils font trop de choses en même temps, donc on met des limites pour qu'elles apparaissent en rouge. Et par contre, la réaction des équipes au départ est assez surprenante, c'est que leur moyen pour arrêter d'avoir des trucs qui sont en rouge, des colonnes qui sont en rouge, ils disent bon, on pourrait augmenter cette limite de work in progress. Si on n'arrive pas à dépiler les trucs, on n'a qu'à en faire plus. En fait, du coup, ça augmenterait les limites de WIP et donc ça augmenterait le lead time. Donc, la réponse contre-intuitive, c'est au contraire justement de baisser. Quand on est en rouge, moi, ma réponse, ça serait presque de continuer à baisser ces limites de work in progress pour vraiment les forcer à dépiler les éléments à faire par l'aval et arrêter d'en accumuler par la main. C'est quand on est dans un embouteillage, et s'il y a vraiment un blocage en aval sur la route, plus on va ajouter de voitures, plus l'embouteillage va être important. Et le seul moyen de désembouteiller, c'est de faire s'écouler le flux par l'aval. Donc, vraiment, une action simple qu'on a mise en place, qui n'est pas forcément connue des équipes qui font du Scrum, qui ont des boards avec leur workflow représenté, c'est juste de mettre des limites de work in progress, d'en discuter avec eux. Et il y a aussi un petit outil dans Jira qui est pas mal, c'est de visualiser le nombre de jours qu'un élément est resté dans la même colonne. Là, vous les voyez peut-être pas très bien sur le tableau, mais il y a certaines cartes où il y a des petits points qui sont de plus en plus colorés. Et en fait, ça montre le nombre de jours que la carte est restée dans le même état dans le système. Et donc, plus ça reste longtemps dans le système, plus il y a des chances qu'elle soit en train de pourrir, en fait, la carte, pour parler vulgairement. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un flux tiré naturellement en mettant des limites de work in progress. Peut-être que Nicolas Ploquin en a parlé dans sa conf. Mettre les limites de work in progress, ça a l'effet vertueux de forcer les gens à finir les choses pour désengorger le système avant d'en remettre d'autres dans le système. Donc, un des mantras, c'est stop starting, start finishing. On va passer à la deuxième mesure, qui est le deployment frequency. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter de faire du stock, comme disait Fred. Pour pouvoir éviter de faire du stock, il faut livrer plus fréquemment. Pour livrer plus fréquemment, il faut avoir un système qui est en mesure de livrer plus fréquemment. Et on s'est rendu compte que ça nécessitait des fois d'avoir un certain nombre de prérequis techniques. Donc, chez Cdiscount, il y a un système qui a été un peu normalisé pour savoir comment on peut faire du CI/CD. Donc, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, delivery. C'est à partir de quel moment on considère qu'une application est suffisamment autonome pour pouvoir partir en production toute seule avec uniquement l'équipe qui dit allez, c'est bon, on y va. Donc, il y a deux niveaux de CI/CD chez Cdiscount. C'est un système un peu bâtard. Le vrai CI/CD tel que vous connaissez, c'est le CI/CD 2. Le 1, c'est une étape intermédiaire où on se dit l'équipe est sur le chemin du CI/CD. On lui donne un niveau d'autonomie où elle peut livrer toute seule jusqu'en dev et recette. Par contre, elle ne peut pas aller en pré-prod parce qu'il lui manque encore des choses en termes de qualité de son asset. Donc, ces deux niveaux, c'est vraiment pour dire tu es sur le bon chemin, mais il te manque encore des choses pour être complètement autonome pour livrer en production. Donc, il y a une matrice qui permet de dire entre guillemets tout ce qu'il y a à faire pour avoir ce niveau de qualité, donc les différents niveaux de tests unitaires, tests de contrat, de composants, etc. La partie health check, monitoring, etc. Donc, sur le papier, il y a un certain nombre de choses à respecter pour atteindre cette possibilité de livrer à tout moment son asset en production. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'après, il y a la vraie vie. Donc, on arrive sur notre équipe pilote, on se rend compte que l'application dont elle est responsable, elle est fortement imbriquée dans le monolithe de l'entreprise. On n'arrive pas du tout à la livrer toute seule. Le principe chez Cdiscount, c'est qu'on livre le monolithe toutes les semaines, tous les mardis. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire de réussir à livrer un monolithe toutes les semaines. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui arrivent à le faire. Mais on se rend compte qu'on est quand même sur un monolithe et que du coup, on est dépendant de cette livraison hebdomadaire pour pouvoir livrer des choses. Donc, on ne peut pas livrer quand on veut. Et puis, s'il y a quelqu'un à l'autre bout du SI qui a un truc qui ne marche pas, qui bloque la livraison, mais il bloque pour tout le monde. Donc, on n'a pas du tout ce niveau où on est capable de livrer notre produit quand on veut. Et on se rend compte que tout le système a été conçu comme ça. Il y a un gros legacy avec
tout qui est imbriqué dans le monolithe. L'application front tire des DLL de plus en plus basses. Et finalement, quand on livre en front, on livre quasiment tout le SI en même temps. À partir de ça, donc, on ne sait pas toutes les dépendances qu'on tire, on ne sait pas qui a modifié des choses et pourquoi. Enfin, on va livrer des DLL, mais on ne sait pas pour quelle raison. Il n'y a évidemment aucun test unitaire. Alors, pour une bonne raison, c'est que le code n'est pas testable. Ça enchaîne et il y a beaucoup d'étapes pour se dire comment on va réussir à atteindre ce niveau de CSI. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est déjà, bon, techniquement, on essaie de trouver à quoi correspond notre produit fonctionnel dans le code source. Donc, on trouve à peu près où il est, mais on se dit on va déjà l'isoler. Donc, historiquement, il y avait tout le monolithe dans du TFVC, on va migrer dans Git, et puis on va nettoyer tout ce dont nous, on ne se sert pas pour notre API. Donc, rapidement, on se rend compte qu'on était à 500 000 lignes, on passe à 100 000 en quelques semaines, juste en nettoyant tout le code qui ne nous sert pas. Donc, on voit un peu plus en détail. L'application en question, c'est pour notre équipe pilote, c'est l'appli qui gère l'espace vendeur de Cdiscount pour les vendeurs marketplace. Donc, on avait une application, donc, un front qui embarquait tous les services legacy back et tout était dans le legacy. Il y avait 520 000 lignes de code qui étaient dans notre source control TFS. Et on s'est dit, bon, on va l'isoler, on duplique tout dans Git. Donc, au départ, on avait les 500 000 lignes. Puis après, on dit, on nettoie tout ce qui ne sert pas. Et finalement, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne servaient pas là-dedans. On est arrivé jusqu'à 87 000 lignes et tout le reste ne servait plus. C'était uniquement du code qui était là pour les autres frontaux. Donc, il y avait une fausse bonne idée historique de dire on va tout mutualiser au même endroit pour réutiliser. Et au final, on avait tout mélangé. Donc là où on avait 208 services legacy, là maintenant, on voit qu'on a plus de 76 dépendances. C'est encore énorme, mais au moins, on sait les identifier et on peut avoir une trajectoire derrière pour s'en sortir et se dire on va pouvoir avoir une appli vraiment autonome. Donc l'étape suivante, c'est de se dire on veut que notre front soit isolé du back. Un petit détail que je n'ai pas encore abordé, c'est que notre API, historiquement, elle était, en tout cas notre produit, il était découpé en deux applications. Un site web qui est le front pour les vendeurs marketplace et une API pour les vendeurs marketplace qui vivait sa vie complètement à côté, qui n'avait pas les mêmes features. Et le métier a commencé à nous dire mais ça serait vachement cool si on avait un socle commun entre les deux. Historiquement, on dev d'un côté, on n'a plus de budget, donc on dev pas forcément de l'autre. Parce que ça coûte 2 fois plus cher de développer la feature des deux côtés. Donc, en même temps qu'on voulait régler ce problème d'isolation front-back, on voulait régler ce problème d'avoir du code dupliqué entre les deux consommateurs, entre l'application front et l'API qui était disponible pour les vendeurs et les intégrateurs. Donc l'idée c'est de se dire petit à petit, on va créer une couche commune. Donc l'API historique était aussi en SOAP. L'objectif c'est que les vendeurs en même temps profitent d'une avancée technologique. Beaucoup de vendeurs et d'intégrateurs se plaignaient de cette API SOAP, de ne pas pouvoir avoir une API REST pour se brancher. Donc on s'est dit on va essayer de concentrer tous ces objectifs, de se dire qu'on crée une couche commune sur lesquelles vont taper les deux frontaux, enfin, le front applicatif plus l'API qui va être exposé. Et tout ce qui est back, on l'expose derrière un endpoint. Donc, on continue à avoir des services legacy. On est obligé d'en avoir, de toute façon, on ne va pas réécrire tout le code en une seule fois. Par contre, tous les nouveaux développements vont être faits dans de nouveaux composants. Donc là, c'est des microservices, c'est le choix d'architecture. Ça pourrait être autre chose. Où finalement, on isole complètement tout ce qui est legacy dans un coin. Et on se dit, le front, il pourra vivre tout seul et dépendant uniquement des API pour le back. Et une fois qu'on a fait ça, donc la dernière transformation, c'est de se dire, on a du code qui est isolé, par contre, on se retrouve avec du code legacy où tout est un peu entremêlé avec une architecture en couche assez classique, où finalement, quand on veut tester notre business, il va falloir moquer des repositories d'accès aux données, etc., etc. Donc, on est en train d'essayer de transformer ça pour faire ressortir, alors je dirais pas que c'est du DDD complètement, on n'y est pas encore, mais en tout cas, isoler le domaine, avoir un domaine pur au centre, donc c'est un mélange d'architecture hexagonale, une architecture oignon, ce que vous voulez, mais vraiment le point central de toutes ces modes de pensée-là, c'est de se dire, on met le modèle au centre, il est très facile à tester. Et les développeurs, ça, ils ont trouvé ça hyper intéressant de se dire,
nos règles métiers, elles n'ont pas besoin de moquer de l'infrastructure pour être testées. Et ça, c'est vraiment le dernier changement au niveau du code qu'on essaie d'appliquer et de renverser. Donc ça, on est encore en cours. C'est pas encore complètement développé dans l'entreprise, mais c'est une trajectoire qu'on veut prendre. Alors justement, on va aborder toutes ces problématiques de test sous la bannière Change Failure Rate. Souvent, ce qui génère des failures, c'est le manque de tests. C'est le manque de tests à tous les niveaux. Le truc classique qu'on représente pour illustrer ça, c'est cette fameuse pyramide de tests que vous connaissez certainement, avec son frère ennemi à côté, le cône de glace dégoulinant des tests manuels. C'est un modèle qui a plein de versions, qui est pas mal discuté, mais qui pour moi est toujours assez valide. Valide notamment sur le point que la base, vraiment le socle de tous les tests, ça va être les tests unitaires. Mais attention, des tests unitaires qui ont du sens, des tests unitaires bien faits. Pour info, on fait chez Cdiscount en parallèle des initiations, des formations à TDD au Clean Code qui sont suivies par de l'accompagnement CRAF derrière. Et donc, le message qu'on fait passer sur les tests unitaires, c'est que c'est vraiment des tests qui doivent tester le comportement proposé par des composants, donc proposé par l'API de composants, et pas les détails d'implémentation. Donc, on est sur des TU face à des composants on cherche à faire en sorte qu'ils soient encapsulés avec une vraie encapsulation, pas juste des getters et setters, ça c'est pas de la vraie encapsulation. Donc, on veut des API claires de nos composants qui soient testables et du coup testés. Donc, ça, c'est pour la partie test unitaire. Après, Christophe en a très rapidement parlé, il y a la couche de tests d'intégration, tests d'API. Ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué. On a mis en place, pas nous directement, mais il y a une politique de mise en place de tests de contrats avec ce qui s'appelle un pack broker. Il y a beaucoup de gens qui en parlent des pack brokers, des test packs et du pack broker. Chez Cdiscount, c'est vraiment mis en place. Par contre, c'est encore douloureux, honnêtement. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à déclencher. C'est pas encore rentré dans la culture des développeurs. Donc, pour l'instant, c'est un point de douleur. Ensuite, après, un test d'interface graphique le moins possible par l'intermédiaire de tests de navigation, vraiment vérifier le happy path. C'est-à-dire que quand on déploie, si on a nos composants isolés sont bien testés unitairement, vraiment le plus possible, qu'on a testé les interactions entre eux. Normalement, il faut juste s'assurer qu'ensemble, déployés dans un système, ça fonctionne bien. Donc, on ne va pas s'essayer à faire des tests par l'interface graphique qui couvrent la complexité de tout notre système parce que ça serait vraiment complètement exponentiel et ça donnerait une fausse réassurance sur la couverture de test. Donc ça, c'est plutôt la version cône de glace. Donc nous, on est vraiment convaincus par cette pyramide avec des tests unitaires au max et puis ensuite des tests intermédiaires. Potentiellement, il y a la notion de tests fonctionnels. Après, les tests fonctionnels, effectivement, ceux qui vont vérifier les règles métiers. Vous voyez la présentation d'Arnaud Bailly juste avant sur le property-based testing ou les tests de type. On n'en est pas du tout là, mais ce qu'on veut dire, c'est que les tests fonctionnels, ils peuvent être mis en place sous forme de spectro, de BDD, Behavior Driven Development, voire de tests unitaires, pourquoi pas, si notre composant métier est bien identifié. Mais ce qui est important dans les tests fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui vérifient le métier de l'application, c'est une chose qu'on essaye de pousser vraiment le plus possible dans nos interventions. C'est la fameuse réunion des tres amigos ou des trois amis, où on met ensemble, quand on a une fonctionnalité à développer, voilà, quelle que soit sa granularité, on essaie de mettre ensemble trois états d'esprit un petit peu différents, celui qui porte le métier, celui qui porte le développement et un état d'esprit plus test, plus QA, qui va essayer de faire penser aux cas limites, faire penser aux cas d'exception qui ne sont pas dans le fameux happy path qui serait dans la tête du fonctionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a poussé, qu'on a mis en place dans notre équipe pilote. Déjà, on a réussi à convaincre de faire venir de la qualité de QA dans l'équipe de développement. Bon, pour l'instant, c'est un mi-temps, c'est un peu compliqué, mais c'est déjà une victoire. Après, c'est pas si simple que ça, rien qu'en termes de budget. Chez Cdiscount, on a dénombré récemment 86 équipes de dev. Si on doit recruter 86 testeurs
pour en mettre un dans chaque équipe. C'est un budget, donc forcément, c'est discuté en haut lieu. Mais nous, c'est notre conviction, c'est qu'il faut avoir les testeurs qui sont dans l'équipe, qui font pas du test after, parce qu'on fait pas de la qualité après, on fait de la qualité pendant qu'on réalise. Et un des moyens, c'est de faire cette réunion des 3 amis où on met le métier, la connaissance métier, le testeur et le développeur ensemble. En général, on fait ça au moment du refinement des stories. Dans une autre équipe auparavant, ce qu'on faisait, c'est on avait un petit ticket dans notre board physique qui était réunion des 3 amis. Et au moment où on démarrait la story dans l'équipe, il y avait ce premier ticket à faire, s'assurer qu'on faisait juste un petit check avec testeur, product owner et développeur. Est-ce qu'on a tous les éléments pour réaliser notre story? Donc, on en a parlé, on est dans un océan de legacy, on va dire. Et comment on travaille avec du legacy? Quand on parle du monolithe, c'est effectivement une base de code avec après réduction 87 000 lignes de code, mais ces 87 000 lignes de code, elles disposent de à peu près 0 test unitaire. Et nous, notre politique, c'est d'avoir une pyramide de tests avec un socle de tests unitaires qui soit la plus forte possible. Il y a plusieurs approches pour essayer de tacler ça. C'est de décréter un mode Big Bang, c'est-à-dire, OK, on arrête tout, on fait des tests unitaires pendant 6 mois, 1 an, avec toute une équipe pour couvrir ces presque 100 000 lignes de code. Si on veut avoir une couverture suffisante, je pense que c'est pas audible comme discours. Donc, une solution qui est elle aussi assez connue, mais qui est toujours valide, c'est que plutôt que d'essayer de faire une approche Big Bang, c'est de le faire par opportunité. Quand on a une évolution à faire sur un bout de code ou qu'on a un bug à corriger sur un bout de code, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer d'y mettre des tests unitaires. Donc ça, c'est l'approche Boy Scout. C'est pas toujours facile, mais c'est le meilleur moyen. En plus, comme le disait Arnaud hier, c'est si on doit toucher du code à cet endroit-là, c'est que ce bout de code-là, il est vivant, il doit être modifié. Donc c'est intéressant d'investir là-dessus pour faire des tests en plus. Le problème avec les tests unitaires sur du code legacy, c'est le fameux cercle vicieux le code qu'on veut tester, par définition, souvent, il n'est pas testable parce qu'il y a des singletons, parce qu'il y a des créations de nouveaux objets de dépendance à l'intérieur des méthodes avec des mots-clés new, des choses comme ça. Et donc, ça nécessite du refactoring avant d'être testé. Sauf que officiellement, pour faire du refactoring, on a besoin d'un harnais test pour pouvoir toucher le code parce que si on risque de le casser. Mais sauf qu'on n'a pas de test et c'est pas testable. Donc c'est un cercle vicieux. Heureusement, on a un certain nombre d'outils pour nous aider à ce sujet. Là, j'ai fait référence au livre qui a déjà été mentionné précédemment, Working Effectively with Legacy Code. Effectivement, c'est vraiment une bible entre guillemets ce livre parce qu'il nous donne plein d'astuces, de moyens de rendre du code non testable testable, de rendre du code legacy plus découplé, etc., etc. Notamment le principe de faire germer des méthodes, faire germer des classes, le Sprout méthode, Sprout class, pour pouvoir les tester elles-mêmes. Et il y a aussi la notion qui est assez explicite, la métaphore de la couture. En fait, souvent, on a une dépendance qui est trop forte entre deux éléments et on va chercher la couture du t-shirt, par exemple, pour pouvoir enlever la dépendance réelle et la remplacer par une dépendance simulé, ça peut être un fake object, stub, mock, tout ce que vous voulez, mais pour pouvoir tester notre composant de manière plus indépendante. Dans cette même idée, on n'est pas 100% contre les mocks, on n'est pas 100% pour les mocks aussi, on est plutôt pragmatique. Par contre, on a une règle qui, elle, est mentionnée plutôt dans le livre Growing Object Oriented Software Guided by Test, le BOOS pour ceux qui connaîtraient, qui dit qu'en gros, on doit moquer que ce qui nous appartient. Et ça, c'est aussi un petit peu contre-intuitif. On dit, ben non, en général, on veut moquer ce qui nous appartient pas, les trucs sur lesquels on n'a pas la main. Et en fait, c'est souvent une mauvaise idée de moquer directement ce qui nous appartient pas parce que lui peut évoluer et dès qu'il y a une évolution, il va y avoir un impact sur nos tests. Et l'idée de moquer ce qui nous appartient, c'est plutôt de mettre une couche intermédiaire, faire un découplage entre l'extérieur et faire une apaisation de notre communication avec l'extérieur en fournissant notre propre interface qui est potentiellement appartient à notre domaine. On rejoint sur
discussion tout à l'heure sur le domaine qui ne dépend que de choses qui lui sont propres. Et ça, on va pouvoir potentiellement moquer ensuite les résultats qui sont faits derrière en masquant, en cachant les dépendances. Après, il y a d'autres choses qu'on peut trouver dans Solid sur l'inversion de dépendance, etc., aussi pour toujours avoir ce souci de découplage. Il y a deux autres outils qu'on a peu ou pas utilisés pour certains. Le Golden Master, encore une fois, Arnaud Lemaire en a parlé hier, désolé, on répète beaucoup de ces références, mais c'est rassurant pour nous aussi. Le Golden Master, c'est une pratique pour tester du code legacy en inversant, là pour le coup, la pyramide de test, en mettant de manière vraiment temporaire le code de glace en action, mais de manière automatisée, et dire que le code qui est en prod, c'est la vérité, il a raison, puisqu'il est en prod, et du coup, on va mettre des pinces croco autour de ce code-là, faire des intercepteurs autour des composants qu'on veut tester, quelle que soit leur granularité, et on va essayer d'enregistrer en fonction des entrées qu'on a, des sorties qu'on a. Donc, on va mettre des intercepteurs certainement pour enregistrer cette correspondance entre entrée et sortie, et à partir de là, dire voilà, ça c'est notre règle, quand j'ai ça en entrée, j'ai ça en sortie, et si je fais mes refactos, et tant que je casse pas ce Golden Master, ce test d'approbation ou test de caractérisation, ça veut dire que je suis dans le droit chemin, et petit à petit, je rends mon code testable pour mettre des tests de plus en plus unitaires possibles, pour à la fin se séparer du Golden Master en question. Donc, je disais que ça, on l'a peu ou pas fait, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, à notre goût, est un outil assez puissant. C'est pas forcément facile à mettre en place. Avec une équipe, on a fait une démonstration, il y a un kata assez connu, je crois que c'est Trivia, qu'on a fait avec eux pour leur montrer les intérêts et la mise en place avec un outil qui s'appelle Approval Test de test de caractérisation, de Golden Master. Après, dans la vraie vie, on n'a pas eu encore l'occasion de le mettre en place pour ces équipes-là. En revanche, ce qu'on a mis en place, c'est un peu à l'écart du legacy code, mais c'est plutôt pour les nouveaux composants, parce qu'on a dit qu'on était de plus en plus à isoler les composants et les découpler du reste. Donc, sur des composants plus isolés, il y a quelque chose qu'on peut mettre en place pour voir la qualité de nos tests, c'est le mutation testing. Donc, en .NET, il y a un outil qui s'appelle Striker.NET qui permet de faire des tests de mutation pour vérifier la qualité de nos tests. Parce que par défaut, il n'y a rien qui teste les tests eux-mêmes. Mais en fait, le mutation testing, ça permet de faire ça. Ça permet de vérifier que si on change le code de prod, est-ce que nos tests cassent bien? S'ils cassent pas, c'est que c'est mauvais signe, c'est qu'ils font pas assez de vérification ou alors qu'il n'y a pas assez de tests sur notre base de code. Donc ça, avec des microservices qui ont une responsabilité limitée, c'est un outil parce que c'est assez gourmand comme outil. Mais ça, sur une architecture microservice, c'est assez simple à mettre en place, ça pénalise pas trop le pipeline de CI, et donc on a commencé à le mettre en place, et il y a eu des effets assez immédiats sur des membres d'équipe qui se sont amusés à tuer les mutants qui étaient générés par le code assez rapidement, parce qu'ils ont vu effectivement qu'ils n'avaient pas tous les cas de tests qui étaient bien traités, et donc ils se sont servis de cet outil-là pour améliorer leur couverture de code. Et pour finir là-dessus, on a eu des effets positifs sur la mise en place de ce genre de choses-là. Alors, comment on a procédé? On a dit depuis le début qu'on était dans de l'accompagnement, plutôt en mode coaching, on fait pas, on fait faire, ou on accompagne. Alors, c'est pas vraiment exactement le cas pour cette partie testing, parce que l'équipe, elle n'était pas du tout sensibilisée aux tests unitaires, puisque ça faisait des mois, voire des années pour certains, et certaines qui bossaient sans test unitaire sur leur code, et ils pensaient que leur code n'était pas testable. Et effectivement, il était difficilement testable. Donc, ce qu'on a fait avec Christophe, c'est qu'on a pris les composants majeurs de leur base de code. On a pris quelques classes qui nous paraissaient intéressantes et représentatives dans leur base de code, et on a fait des exemples pour montrer comment on écrit des tests dessus, quels sont les petits refactos à mettre en place pour rendre le code testable, et comment on écrit des tests derrière. On l'a fait de notre côté, on leur a montré dans le cadre de Learning Hours dont on parlera plus tard. Donc, on a partagé avec l'équipe. Ensuite, on a fait avec l'équipe, c'est-à-dire que quand ils étaient sur des nouvelles évolutions qu'ils voulaient couvrir par les tests, eh bien, ils ont fait appel à nous au début. Et puis, on a documenté aussi, on a fait
un certain nombre de pages dans le Confluence, dans le wiki de Cdiscount pour expliquer comment, dans tel cas, voilà, j'ai un singleton qui est utilisé dans ma classe, comment je fais pour pouvoir le découpler, j'ai une propriété statique, j'ai une méthode statique, etc., etc. Donc, différents cas de test qu'on a documentés, ce qui nous permettait de temps en temps, quand ils avaient une interrogation, tu peux aller voir ce doc-là, et effectivement, ils y allaient. On a même vu des membres de l'équipe qui donnaient à d'autres nouveaux arrivants en référence cette documentation-là. Ça les empêche pas de toujours nous appeler quand ils ont des cas où ils n'arrivent vraiment pas, ils se cassent les dents, et là, on intervient pour les aider et pour apprendre avec eux. Donc, là, j'ai mis un petit chiffre sur le côté. On est vraiment parti de 0%. C'est la réalité du sonar de l'équipe. On voit qu'il y a une courbe qui est très lente. On n'est pas dupe. On n'arrivera pas à 90% de couverture de code. Mais depuis, là, ça devait être en février qu'on a commencé à déployer les tests. Et là, à date, on est à presque 10% de couverture de code. Et en code C# pur, on n'est plus qu'à 52 000 lignes de code sur le composant de l'équipe en question. Donc, de 0 à 10% en quelques mois sur les composants qui, a priori, sont le plus touchés. Et là, on parle du code legacy. Il y a du code qui, petit à petit, est sorti dans des services plus fins qui, eux, ont une couverture de code qui est au-delà des 90%. Toujours dans ce souci d'apprentissage avec les équipes, notre objectif, c'est de faire de la chasse à la dette technique au quotidien. Alors, il y avait quelque chose qui existait chez Cdiscount qui était assez emblématique, qui s'appelait le D-Day. C'était un jour consacré, je crois, par trimestre à la dette technique. Ça pouvait paraître une bonne idée au départ parce qu'au moins on conscientise le fait qu'on a de la dette technique dans le code et on consacre un jour à cette dette technique, mais il s'est avéré que c'était certainement une fausse bonne idée parce que presque ça autorise, ça donne le droit de faire la dette technique pour pouvoir la corriger après. Donc c'était une idée qui était vertueuse au départ, qui a potentiellement un petit peu mal tourné. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est pour le clin d'œil, on est passé du D-Day au Hash Hour, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a 1 heure avec l'équipe qu'on accompagne pour pas faire de la chasse à la dette technique, parce que on est plutôt dans du learning hour, c'est-à-dire c'est 1 heure dans la semaine qui au début était le vendredi après-midi, c'est le lundi matin maintenant, où on fait des katas avec eux, on fait du mob programming, des revues de code, on définit ensemble des guidelines, on définit ensemble ce qu'on va regarder comme métrique dans Sonar, des choses comme ça. Donc c'est 1 heure pour l'équipe et pour toute l'équipe de dev pour essayer de s'améliorer ensemble. J'ai parlé juste à l'instant de mob programming, c'est une forte conviction chez nous, c'est que c'est une clé pour l'équipe pour qu'elle s'approprie le produit dans une transforme produit. Et il faut que l'équipe maîtrise de manière globale son produit. Et un outil pour ça, c'est le mob programming. Donc, on n'est pas arrivé dans l'équipe en coach en disant allez, faites du mob programming partout. Nous, on a mis un peu de temps, on a proposé des séances de pair programming, d'accompagnement de coach avec eux. Et puis, petit à petit, on a réussi à faire venir des gens dans des réunions. Alors, on était en plus en plein confinement. Et il y a un déclencheur pour vraiment activer le mob programming dans les équipes en plein confinement, donc quand tout le monde était en télétravail, c'est d'avoir créé donc l'outil chez Cdiscount, c'est Teams, et l'outil de communication. On a créé des channels spéciaux de mob programming. Là, j'ai mis un petit extract d'un channel de mob programming où on voit que sur 2 jours, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 sessions de mob programming, des fois avec 3 personnes, des fois avec 4, des fois avec 2, des fois avec 5. Et en gros, les gens, naturellement, maintenant, ils ont ce channel-là. Quand ils ont un sujet, une fonctionnalité à développer et qu'ils ont envie de la développer en équipe, ils se mettent dans le channel, ils ouvrent une réunion et il y a des gens qui les rejoignent. Donc, ça peut se décider pendant le stand-up du matin, ça peut se décider dans la journée. Il suffit l'opportunité, la présence de ce channel-là a vraiment déclenché le fait qu'ils fassent des sessions de mob programming. Il y en a au moins, franchement, 1 par jour qui se crée et parfois plusieurs. Il y a plusieurs salons dans l'équipe. On a fait 2 salons. Ils en ont même créé eux-mêmes un 3e salon. Parfois, il y a les métiers qui viennent. Alors, on essaie de les guider dans la manière de conduire un mob programming avec les outils fournis par Woody's. On a même un outil qui vient d'arriver de session de mob où on peut faire la rotation des drivers, des copilotes, etc., etc. Mais c'est vraiment une chose qui prend très très bien et qui était en fait
qui était un besoin, une attente de l'équipe. Ils ne savaient pas qu'ils en avaient besoin, mais quand on leur a mis cet outil entre les mains, ils se sont vraiment jetés dessus et ils ont exploité. Et en plus, on a l'avantage que personne n'est venu nous taper dessus pour nous dire que ce n'était pas bien. Donc, croisons les doigts. Je vais vous parler. Dernière mesure, c'est le minimum time to restore. Donc, l'idée, c'est que quand on est, si jamais on a un échec sur la MEP, il faut savoir rapidement ce qu'on a mis en production qu'il faut. Donc, la première chose qu'on a mis en place avec l'équipe, c'est d'avoir du monitoring applicatif. Donc, il y avait déjà pas mal de logs qui étaient déjà en place sur l'application en question, des logs d'erreurs surtout, avec un dashboard qui mentionnait les différentes erreurs pouvait apparaître en production. Ce qu'il n'y avait pas du tout, et donc on a accompagné l'équipe pour le mettre en place, c'était des métriques applicatives. Donc là, c'est un capture d'écran d'une URL avec des métriques qui est scrappé à intervalles réguliers par un système central qui va le pousser dans Prometheus, etc. Je ne vais pas vous détailler. Et ça remonte dans des dashboards. Donc, ce qui est utilisé chez Cdiscount, c'est du Grafana et du Kibana. L'objectif, c'est que l'équipe s'approprie un dashboard et puisse mettre les différentes métriques, que ce soit fonctionnelles ou techniques, qui l'intéressent, et avoir des paliers où l'affichage commence à devenir orange ou rouge si on se rend compte que, en fait, ça se passe pas comme prévu. Donc, c'est très utile quand on est au moment de la mise en production. Ça peut être utile aussi au moment de la journée si on se rend compte que tout à coup, il y a un microservice qui se met à avoir plein d'erreurs 500 alors qu'il tournait très bien jusque-là. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, entre telle date de temps, là, on va aller voir les logs. Jusqu'à maintenant, le principe, c'était de regarder systématiquement les logs. Là, on s'est dit, on va essayer de monter d'un cran, d'avoir ce niveau métrique qui déjà nous permet de voir la tendance, comment ça va par rapport à d'habitude, par rapport à hier, à la même heure, par rapport à la semaine dernière, par rapport à l'année dernière. C'est un événement récurrent type Black Friday, etc. Et se dire est-ce qu'il y a une raison technique qui fait que les chiffres ne sont pas bons ou que le composant ne répond pas correctement. Là où il reste à travailler encore, c'est sur la partie alerting. Pour l'instant, on est assez pauvre. Pour l'instant, c'est vraiment la partie monitoring où quand on était en physique, il y avait l'objectif d'avoir un dashboard partagé sur l'équipe. Et c'était au moment où on a eu le Raspberry, l'écran, etc., que c'était la semaine du confinement. On n'a pas eu le temps encore de bien mettre tout ça en place, vu qu'on n'est pas revenu dans les mêmes locaux, on n'est pas physiquement présent tous les mêmes jours, etc. On a perdu le Raspberry, il va être quelque part. Donc la partie monitoring. Et un autre aspect intéressant, alors je l'ai mis dans cette partie-là, c'est le trunk-based development. Donc ça, c'est une des 24 capacités que nous préconise Accelerate. En fait, l'idée, c'est de se dire, au niveau du code source, quand on est sur un système décentralisé type Git, il y a plusieurs stratégies, ou même sur d'autres systèmes, mais la culture chez Cdiscount, c'était de se dire, on a une recette où on pousse toutes les features, et une fois que le métier, au bout d'un certain temps, ça peut être dans 6 mois, il a tout recetté, cette feature, on décide de la merger sur la branche qui part en production. Donc, au fil du temps, se crée un gros écart entre ce qui était en dev recette et ce qui partait en production. Et ce que testait le métier en recette, c'était pas du tout la bonne version de l'application. Parce qu'il y avait plein de features qui étaient là, mais qui n'étaient jamais parties en production. Et les différents métiers avaient dit non, ça on l'a pas encore testé, ou c'est plus prioritaire, on ne sait pas trop. Et ça restait. Donc il y avait un écart qui se creusait entre les environnements proches des devs, dev recettes, et les environnements proches de la prod, pré-prod, prod. Là, l'optique trunk-based, c'est de se dire, en fait, on a une master qui est toujours à jour. Et les devs, ils sont faits sur des branches qui ont une courte durée de vie. Donc, maximum une journée, j'ai envie de dire. Donc, c'est un développeur qui l'a créé sur son poste. Et une fois qu'il a fini son dev, il fait une pull request. Donc, logiquement, il y aura beaucoup moins de what the fuck, vu qu'il y aura beaucoup moins de code parce que ça va aller très vite sur la branche. Il va pouvoir pousser son code sur master. Donc, il y a d'autres personnes de l'équipe qui peuvent lui faire, au cours de la PR, des remarques, des retours, des échanges, et se dire, ça serait mieux de faire comme ci, comme ça. Et en quelques heures, en fait, son code va partir sur la branche master. Et cette branche master, l'objectif, c'est qu'à tout moment, elle puisse partir en production. Donc, on a encore des branches de release qu'on tire pour l'instant, parce que l'équivalent de Scalao, donc c'est pas exactement sur des sprints. Nous, ce qu'on fait, c'est plus quand il y a une release qui part en production, en général, c'est toutes les semaines. On la tire si on veut la fixer en production. On n'est pas encore assez confiant pour se dire la master peut partir en production à tout moment. Mais c'est l'objectif, c'est de se dire vraiment cette branche, elle est stable. Elle a passé l'ensemble des pipelines. Le code qu'il a, il a passé les pipelines
de build et de release. Et donc finalement, on est confiant, ça peut partir à tout moment en production. Parce qu'on a notre batterie de tests, etc., qui fait que c'est du code qui est sûr. Et donc ça amène à un outil, c'est que souvent on fait du code où, je vous ai dit, on pousse tous les jours sur cette branche. Vous allez me dire, des fois on a des features, on met plusieurs jours, voire plusieurs semaines à la développer, et on ne veut pas l'activer tout de suite. Donc ça pousse à beaucoup utiliser le feature flipping, le feature toggling, c'est-à-dire dès qu'on a une feature qu'on ne souhaite pas livrer tout de suite en production, on met dans le code, on a deux versions, avec la feature activée et la feature désactivée. Et on teste que la non-régression par rapport au code actuellement en production, c'est la feature désactivée, et la feature activée, on active la nouvelle feature. Donc, ça double le nombre de tests à faire, et ça permet de partir en production avec ce code qui est désactivé, mais qui est déjà sur la branche de code source. Donc on n'a pas les problèmes de merde, de qualité, etc. etc. Et la seule chose à faire, c'est qu'une fois qu'on est en production, que la feature est réellement activée, après on tue le code mort, donc la branche qui sera désactivée. Il ne faut pas oublier de le faire, sinon le code pourri, et il accumule du code qui ne sert plus à rien. Je peux en prendre ça. Tu me laisses conclure, sympa. Eh bien oui, c'est moi qui conclue, tout à fait. Donc voilà, c'était vraiment un aperçu de tout ce qu'on a mis en place au sein d'une équipe en mode incubation. On est allé sur d'autres équipes en parallèle faire des interventions plus ponctuelles. Là, on est maintenant sur une autre équipe à temps complet. Et donc cette transfert produit, c'est pas seulement juste une initiative dans un coin, parce que le mode incubation, il va forcément avoir des limites, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a 86 équipes chez Cdiscount. On ne peut pas intervenir dans les 86 équipes à la fois. Donc, il y a plusieurs moyens de déployer de manière plus large. Soit on démultiplie les équipes de notre type, soit on essaye de capitaliser et de diffuser les apprentissages. Et le point positif, c'est qu'il y a actuellement une réflexion dans laquelle on est embarqué, justement pour essayer de capitaliser sur nos apprentissages pour pouvoir les appliquer à plus large échelle. Et donc, il y a tout un plan au niveau de la DSI pour réfléchir à tout ça. Donc, on a essayé un petit peu de structurer notre réflexion pour structurer les apprentissages qu'on a fait et quels sont les leviers activés dans les différentes parties. Donc, cet aperçu-là de notre mind map de nos apprentissages permet d'illustrer. Alors, autre apprentissage, c'est le fait d'embarquer le métier. Donc, je boucle un peu sur l'intro qui est le fait qu'on a le product management avec les trois aspects. On s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, celui qui portait le fonctionnel de l'équipe, c'était le product owner et il avait uniquement la vision business. Et tout ce qui poussait, c'était il faut avoir des features en prod et le plus vite possible, sans se préoccuper forcément du reste. Là, l'idée, c'est de faire émerger avec le product management quelqu'un qui a une vision transverse. Donc, le product manager, bon, c'est quelqu'un qui venait du métier, donc il a fallu le former petit à petit. On parlait, donc on a eu des réunions épiques où on expliquait au métier ce que c'était REST, une API, une DLL, etc., etc. Et ils étaient preneurs de ce genre de discussion. Et finalement, maintenant, on a un product manager qui, au moment de la revue de sprint de l'équipe, face aux stakeholders, il est capable d'expliquer pourquoi il fait du REST, pourquoi il a priorisé des choses avec des tests et il prend en compte ça dans sa roadmap et il est capable de le défendre par rapport aux parties prenantes. Et c'est vraiment lui qui synthétise ces trois dimensions. Et c'est vraiment important d'embarquer le métier. C'est une transformation où on a fait beaucoup de techniques, mais le métier était sponsor. Donc ça, c'était vraiment top. Avant-dernier slide. Donc, leçon apprise, là, ça va être redondant un peu avec un slide de Marilyn, finalement, où nous, on a vu que là où ça marchait bien, c'était le coaching dans l'équipe. Le coaching hors sol, globalement, on a constaté par ailleurs que ça ne marchait pas et que pour agir, pour être efficace, il faut vraiment être avec l'équipe, dans l'équipe au quotidien. Et on a essayé d'alterner les postures dans l'équipe. Donc, en fonction des discours qu'on voulait tenir ou de comment on voulait que ça émerge dans l'équipe, soit on prend une posture prod, on est obligé de faire vite, par exemple, on essaie de ne pas avoir souvent cette posture, mais où on dit l'équipe, on pense vraiment qu'il faut faire ça, donc on lui préconise des choses à faire, où on est vraiment en pair avec l'équipe, donc on va se mettre avec un développeur, travailler en pair, binomer sur le code, écrire le test, faire la boucle de TDD avec le développeur, comme lui, au même niveau que lui. Soit on se met carrément en posture basse et on écoute, on
on essaie de faire émerger des choses, mais on veut que ce soit l'équipe qui s'en rende compte et pas nous qui préconisons des choses. Donc, on essaie d'alterner ces différentes postures pour être efficace selon les différents sujets, les différents intervenants. Et c'est un peu compliqué, mais en étant dans l'équipe, c'est ça qui marche bien, c'est qu'ils nous considèrent comme un des leurs et ils nous parlent facilement. Pour conclure, on va essayer de vous donner quelques takeaways, des choses à essayer chez vous, si je peux me permettre. Et ça permet de résumer un petit peu notre présentation. La première chose, c'est Accelerate, parce qu'on en a assez parlé. Si vous connaissez pas, essayez de lire de bouquins. Si vous connaissez, essayez de mesurer vos métriques. Et ça va permettre de prendre conscience des choses. Si vous les mesurez déjà, c'est super bien et essayez de les améliorer. Mais mesurer le lead time, bon, si on a beaucoup de composants hétérogènes, c'est un peu compliqué, mais en général, c'est pas si dur que ça de faire un premier snapshot de où on en est par rapport aux mesures Accelerate. La deuxième, c'est stop starting, start finishing, et ça passe par la limite de WIP. C'est mon dada. Moi, c'est arrêter de faire trop de choses à la fois. Quand je vois des boards d'équipe qui soient physiques, dans Jira, dans Trello, tout ce que vous voulez, et qui sont complètement saturés, qui débordent de partout, mettez des limites de WIP et vraiment, naturellement, ça va générer le flux tiré. Alors, le naturel, il revient au galop lui aussi, et du coup, parfois, si on n'est pas trop vigilant, les limites, elles vont être dépassées, et quand c'est au rouge tout le temps, les gens, ils vont peut-être finir par oublier qu'il y avait une limite au rouge, et peut-être que la couleur naturelle du board, c'est le rouge, et donc ils vont plus faire attention. Donc, il faut être vigilant là-dessus, relancer de temps en temps, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit dans l'équipe qu'on a accompagnée, dans notre équipe pilote, c'est l'équipe elle-même qui dit attention, là, on a dépassé la limite de WIP sur cette colonne-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Les décisions qui sont derrière sont parfois discutables, mais au moins, ils ont conscientisé ça. Troisième image, c'est pour le mob programming. Franchement, je pensais vraiment pas que ça marcherait aussi bien. J'ai eu des échecs dans d'autres équipes avant, enfin, ou des points de difficulté. Parfois, il y a des gens qui sont vraiment trop en retrait, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, mais il y a pas mal de personnes qui sont demandeuses du mob programming. Donc, heureusement, ça marche mieux depuis qu'on est à distance. En plus, les gens peuvent se connecter, déconnecter facilement. Vraiment, c'est très très facile à mettre en place à distance, donc je vous conseille. Et si vous sentez des réticences, essayez avec peut-être juste de la code review, c'est un point d'entrée, ou du design d'API, des choses qui sont assez structurantes. Ça peut être vraiment pas mal, parce que si on fait un design d'API avec n aller-retour par code review, c'est mieux de se mettre d'accord dès le départ. Le découplage des composants, c'est la quatrième image qui est, je pense qu'on a assez parlé des besoins de découpler, pas forcément aller vers du microservice partout et du micro-microservice, mais avoir des composants qui soient indépendants entre eux et qu'on n'ait pas de dépendance de notre domaine vers de l'infrastructure notamment. Avant-dernier point, c'est le sponsorship. On a vraiment été, nous, dans cette expérience-là qui continue, soutenu par la hiérarchie, et je pense que sans un soutien, sans la confiance nécessaire, ça peut pas marcher, parce que bon, c'est assez confortable pour nous. C'est vraiment une énorme chance, c'est qu'on nous laisse faire, on nous fait complètement confiance dans les actions qu'on met en place au niveau de la hiérarchie et dans les équipes. Donc c'est vraiment très très confortable. Et donc ça, c'est nécessaire à mon avis à une transfo. Et le dernier point, c'est ce que Christophe disait juste à l'instant, c'est le coaching immersif. Le coaching hors sol, ça marche pas, c'est sûr. On a eu des expériences où on est intervenu que de loin, ça marche pas. Il faut être dans l'équipe pour vraiment faire les leviers d'action. Et c'est fini. Est-ce qu'on peut faire avec les drapeaux de au revoir de Valérie Giscard d'Estaing? Au revoir. Et je pense que c'est plus raison. Ah, effectivement, j'ai plus de raison. C'est pas grave, c'était pour la slide de questions. Juste à l'instant, ouais. C'était juste à ce moment. Je vous lis les questions qu'il a. Tu peux nous lire la question, puisqu'on n'a plus accès. Alors, première question, d'après votre expérience, combien de temps faut-il approximativement pour amener une équipe ou deux alors les efforts d'accompagnement de cette équipe? Ça va dépendre de la taille du composant, de la taille de l'équipe, de là où on part. S'il part de 70% de tests unitaires sur une base de code qui est saine, ou s'il part de 0% sur 200 000 lignes de code, ça ne va pas être du tout
la même chose. Nous, la première équipe qu'on a accompagnée, on ne s'attendait pas à avoir autant de choses sur lesquelles il fallait intervenir. Au départ, on s'était dit on va être en immersion dans une équipe pendant 3 mois. C'était un chiffre aléatoire qu'on s'était dit au début. Et au final, on a mis 9 mois avec la première équipe pour réussir à sortir tout ce qu'on a fait finalement avec elle et à être actif sur ces différents pans. Tous les 3 mois, on disait on enchaîne parce que finalement, on a encore des choses à apprendre et on n'aurait pas respecté le deal sur voie si vraiment on quittait cette équipe. Et là, on entame des nouvelles équipes maintenant, mais on va voir, il y a encore des choses à faire, sur toute équipe. Quand on arrive, on voit qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est en voyant les conditions, au moins 3 mois, je pense qu'on pourrait de vraiment compter. Donc, je lis la question d'après en me rapprochant d'un micro. Comment avez-vous mesuré les 4 indicateurs Accelerate? Avez-vous réussi à les générer de manière automatique? Ça dépend. Je refais une montée sur scène juste pour tester le son. Donc là, je sais que j'ai le micro sur place. Bout. Voilà. Ça dépend. Bravo. Bravo. Ne dis plus. Du coup, est-ce question. qu'on recommence notre discours sur la question? Sur quelle question? Ok. Mais c'est bien d'être outillé. Oui, les gens peuvent nous contacter par Twitter, par whatever. Alors, on a une question sur est-ce que les tests de contrat sont à ce point de la douleur pour les devs? Oui. Alors on est embêté par rapport à ça parce que on est persuadé que c'est une bonne idée, mais nous-mêmes on est un peu, on a du mal à s'y mettre parce que c'est un domaine qu'on connaît pas très bien. Sur le papier, c'est vraiment génial. Et dès qu'on y touche, à chaque fois, on se prend un mur et même des devs expérimentés qui en ont déjà fait plein, ils disent là, celui-là, je sais pas, parce que à chaque fois, il y a un nouveau truc, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Par exemple, il y a de la sécurité avec Keycloak, c'est la première fois qu'on en fait avec du pack, et donc c'est la galère. Et donc il y a plein de murs qu'on se prend. Alors peut-être au bout d'un moment, on va tous les avoir essuyés, les murs, et on va plus en prendre. Mais pour l'instant, on n'est pas assez mature sur la techno pour se dire, on en fait en standard dans le dev et ça ne sera pas coûteux pour l'équipe. Mais on reste persuadé que c'est une bonne idée, pour l'instant. Donc la question d'après, c'est est-ce que vous pouvez réparer le son? Oui, c'est fait. Là, c'est moi qui réponds. Et après, on a une question. Elle est compliquée, celle-là. C'est par rapport au feature flipping. Ouais. Est-ce que vous avez échangé l'enfer des merges par l'enfer des flags dans le code? Alors, l'enfer des flags dans le code, on l'avait déjà avant. Parce qu'avant, on avait beau avoir les branches, on avait quand même le feature flipping. Donc, feature flipping, on l'a gardé. Sauf qu'avant, on n'était jamais capable de savoir si on pouvait le nettoyer parce qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans le SI qui utilisait la feature. Alors que là, au moins, l'appli est isolée. Une fois que nous, on tue la feature, on la tue dans tout notre code. Et oui, il y a un moment où il faut se dire les features, on les tue, mais
je pense pour moi que c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule base de code avec des features pointues que plusieurs bases de code qu'à un moment il faut merger. Et cette douleur du merge, pour moi, c'est la pire de toutes. Et il y a une politique en plus dans l'équipe concernée de destruction des feature flipping sur le long terme. Ça prend du temps. Les features legacy, mais normalement, quand on met en place des nouvelles, tu les tues. Oui. Bien, ma dernière question, c'est ma question. C'est quoi vos étiquettes chez Cdiscount? C'est quoi votre rôle? Vous n'êtes plus développeur? On est goal volant. On est coachcraft sur le papier. Ouais. À la formation de la FlashPod, on était plutôt 6-7, sachant que pendant le moment, on a été tous les deux à plein temps. Toi avec une casquette de coach agile, coach craft, moi avec une casquette de coach craft DevOps. Et l'idée, c'est qu'on peut intervenir sur les différentes parties. Et il fallait nous mettre des étiquettes. Donc, on a eu des étiquettes, mais je pense qu'on est assez facilement. Enfin, on peut intervenir l'un et l'autre sur les différentes parties. Ouais. Et on se définit plus à l'heure actuelle comme coach craft ou technical agile coach, le nom utilisé par Emily Bash dans et après, le qu'elle est en train de sortir. On voit qu'on est amené, on n'avait pas prévu de faire de l'architecture, mais on a vu qu'en tirant la ficelle, on a changé complètement l'architecture des composants de l'équipe, alors qu'on n'avait pas un mandat d'archi. C'est bon? C'est super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je me permets de dire bravo. Évidemment, pour moi, c'est un plaisir de vous entendre parler de ça. Vous allez prendre 30 secondes pour changer de salle. On a la keynote qui va commencer de clôture. Donc, tout le monde, on vous invite à rejoindre la track Simplicité qui est là pour nous, mais qui vous est quelque part sur l'écran. Donc, cliquez sur Simplicité pour retourner sur la track principale. Vous allez avoir la keynote de clôture et merci à tous pour votre participation. Salut!